ce matin. Voilà. Est-ce que vous... Alors, première question, est-ce que vous voyez tous mon écran? Très bien, ouais, on le Oui. voit. Bon, parfait. Voilà, écoutez, donc merci à tous d'avoir pris ce temps pour évoquer donc la protection sociale pour les collaborateurs en mobilité internationale. Ce que je souhaiterais peut-être, donc avant de commencer, donc présentation rapide, moi je suis Frédéric Serra, donc je travaille au sein de la direction des activités internationales de Malakoff Humanis depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Voilà, l'idée de ce matin, c'était de pouvoir vous donner, on va dire, les grands principes et les principaux enjeux en matière de mobilité internationale. Ce que j'aimerais bien aussi, voilà, si vous en êtes d'accord, c'est peut-être qu'on fasse, alors évidemment, il n'y a pas de table, on est en webinaire, mais qu'on puisse faire un petit tour de table, voilà, s'il y en a qui veulent partager un petit peu avec nous. Est-ce qu'ils ont déjà des collaborateurs en mobilité? Est-ce que c'est un sujet déjà qu'ils ont pratiqué un peu, beaucoup, auquel ils pensent, s'ils n'ont pas encore commencé, et aussi, et surtout, pour que je m'adapte un petit peu, quels sont vos attendus par rapport à l'échange qu'on va avoir ensemble ce matin? Commencer alors, Allez-y. m'intéresse. Donc nous, on est en train de recruter différents profils à l'international et on est en train aussi de se poser la question. Donc nous, on est fabricant de matériel pour les boulangeries et pâtisseries, c'est Kaplan Machine. On existe Ouais, depuis 75 ans, on fait 70% de notre chiffre à l'export. d'accord. On est en train de se poser la question si il n'est pas intéressant aussi pour nous de prendre des gens qui sont déjà originaires du pays et qui ont Ouais. déjà un statut dans le pays. Par exemple, là, on est en train de voir pour recruter une personne qui se trouve à l'île Maurice et qui pourrait travailler sur tout le secteur autour d'elle. Donc voilà, c'est un peu notre D'accord, du recrutement de locaux, ce qu'on ouais, appelle. nos questions recrutement de locaux ou collaborateurs ou VIE ou tout ce qui peut nous permettre d'être présents à l'international. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite nous faire partager Bonjour, Julien Mal, je suis le directeur de Crystal Mobility. On est une société de courtage spécialisée dans l'accompagnement des Français non résidents, que ce soit des chefs d'entreprise ou des salariés à l'expat. Et donc, nous étions intéressés effectivement par les informations que vous aviez à donner ce matin sur la mobilité internationale des collaborateurs. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer avant qu'on démarre? N'hésitez pas à activer votre micro si vous voulez prendre la parole. Je propose de commencer dans ce cas-là tranquillement. Donc, hop. L'idée étant, alors c'est vrai, Madame Renard, moi je vais principalement me focaliser, en tout cas pour aujourd'hui, mais on pourra évidemment échanger un peu plus tard là-dessus. Je vais me focaliser sur la question plutôt des collaborateurs français qui partent, ou en tout cas ceux qui avaient un lien avec l'entreprise française. Je ne vais pas forcément évoquer spécifiquement le cas des locaux, mais on pourra bien sûr le faire ensemble plus tard. Voilà, ce que je voulais vous proposer pour ce matin, c'était d'analyser un petit peu les différents types de mobilité, la responsabilité de l'entreprise par rapport donc aux collaborateurs qui sont en mobilité internationale, les solutions qui existent, et puis après, si on en a le temps, évidemment, se laisser un temps d'échange ou de questions un petit peu plus large. Commencer également en introduction, peut-être un tout petit mot sur nous, le groupe Malakoff Humanis, bon, un groupe de protection sociale largement connu. Juste rappeler que, alors pourquoi notre groupe spécifiquement est venu sur l'international? Parce que donc, quand les premiers expatriés sont partis à la fin des années 60, début des années 70, ils souhaitaient avoir une continuité de droit retraite, et donc un des ancêtres de Malakoff Humanis a pris la compétence pour être la caisse de retraite Arco-Agir des expatriés, compétence qu'on a toujours aujourd'hui et qui nous permet notamment de pouvoir faire de l'audit et pouvoir chiffrer tout ce qui est continuité de droit à l'étranger pour les collaborateurs qui vont partir en mobilité internationale.
Voilà, en termes d'actualité, donc pour les activités internationales, nous sommes en train de réaliser un partenariat avec Swiss Life, qui est un projet pour pouvoir là aussi continuer à développer les offres les plus adaptées possibles, profiter des compétences et des expériences réciproques, sachant que le marché de la mobilité internationale évolue fortement ces dernières années. Voilà, il y a besoin d'unir nos forces. J'ai dit quelques mots sur nous, j'en dirai pas plus. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et d'aller vers les différents types de mobilité. Sur le fonctionnement aussi, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, on peut les garder pour la fin. Voilà, si vous trouvez si vous souhaitez les poser tout de suite, ça ne me pose pas de difficulté. L'idée, c'est qu'on puisse des moments sortir peut-être un petit peu du monologue, ou n'hésitez pas aussi à me dire telle notion, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Il y a pas de mauvaise question. L'idée, c'est qu'on se comprenne évidemment le mieux. Donc, les différents types de mobilité internationale, on en distingue principalement trois. La première et la plus courante, c'est tout ce qui va être mission professionnelle. Donc, les collaborateurs qui partent quelques jours, en tout cas sur des durées courtes et ponctuelles. La deuxième, donc, qui est le détachement, donc au sens sécurité sociale. On envoie un collaborateur à l'étranger. Alors l'idéal, on verra un petit peu plus tard, c'est d'essayer de l'envoyer dans un pays qui a une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France, sinon ça perd un petit peu de son intérêt. Et le dernier mode, donc, est l'expatriation, où lui, on est sur un schéma où on sort complètement des régimes sociaux français. Et après, on a la possibilité d'y revenir de manière facultative et de travailler en continuité de droit ou pas. Mais en tout cas, le principe est qu'on sort des dispositifs français. Donc, si on doit focuser rapidement sur ces différents types de mobilité, le premier, la mission professionnelle, c'est évidemment le type de mobilité le plus fréquent. Pour tout ce qui est déplacement de courte durée, en tout cas, ça doit être limité à quelques semaines maximum. Voilà, et on a tous effectivement pu connaître un collaborateur qui faire un salon, même dans un pays limitrophe, etc. En tout cas, il est à l'étranger. Donc, dans ce cadre-là aussi, alors, je ne veux pas jouer les cassants de ce matin, mais il faut bien rappeler que l'employeur a l'obligation de déclarer le départ du salarié à la sécurité sociale, même s'il part une journée. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale pourrait être en droit de dire, s'il y a un problème à l'étranger, de dire: «Attention, moi je ne savais pas qu'il était à l'étranger, je ne souhaite pas couvrir». On a pu connaître ça par le passé. Donc, la France étant un pays bien organisé, on a évidemment un CERFA qui est à disposition pour déclarer tout ça, mais se pose aussi la question de la praticité de la chose. Et si vous avez des collaborateurs qui partent et l'information ne remonte pas forcément toujours au service ressources humaines, comment on fait? Donc là, l'idée, si vous commencez à avoir des types de mobilité pour être sûr, enfin des personnes, pardon, qui partent en mobilité fréquemment, pour être sûr de ne pas se tromper, c'est de prendre attache avec la CPM et voir avec elle. Alors, un grand nombre l'acceptent aujourd'hui. Si on peut, en début de trimestre, envoyer un tableau avec la liste des collaborateurs qui sont susceptibles de partir, et à la fin de chaque trimestre, tableau avec la liste des collaborateurs qui sont effectivement partis, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problématique sur le fait de dire on ne savait pas que le collaborateur était à l'étranger. Voilà, à bien noter également, donc là, c'est une jurisprudence constante depuis plus de 20 ans, un collaborateur en mission bénéficie d'une présomption d'accident du travail, que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante. Donc voilà, l'arrêt fondateur, maintenant un peu plus de 20 ans, l'arrêt Framatome, où en fait on était sur le cas d'une personne en mission qui avait glissé dans sa baignoire à l'hôtel, donc qui était sur un temps éminemment privé. Et pour autant, là-dessus, et la Cour de cassation n'a pas dévié depuis, ça a été considéré comme un accident du travail. On reviendra un petit peu plus tard sur les différentes choses. Là, je vous propose de passer directement au détachement, s'il n'y a pas de questions, bien évidemment. Donc, le détachement, ce qu'il faut retenir, donc, vous avez le salarié d'une entreprise française qui va
aller exercer son activité professionnelle dans le territoire d'un pays tout en étant maintenu au régime social français. C'est-à-dire que vous allez avoir un collaborateur qui va continuer à avoir sa fiche de paye France, comme tout autre collaborateur. Hein, les détachés ne sont pas une catégorie objective de personnel, donc ils cotisent à l'ensemble des régimes, mais ils sont pour un temps déterminé, puisque le détachement est toujours limité dans le temps, ils sont pour un temps déterminé à l'étranger. Alors, ensuite, donc, il y a différentes possibilités dans ce cas-là. Sur quel territoire on se situe? Est-ce que le pays dans lequel on souhaite détacher le collaborateur a signé ou non une convention bilatérale de sécurité sociale? Et qu'est-ce qu'elle prévoit? Est-ce qu'elle agit sur un, deux ou l'ensemble des volets de protection sociale? L'enjeu là-dessus, et c'est tout l'intérêt du détachement au sens de la sécurité sociale, c'est que si on prend un endroit où les conventions sont dites parfaites, par exemple l'Union européenne, alors c'est prévu là par des règlements, mais vous cotisez comme un collaborateur français, par contre, il n'y a absolument pas à cotiser sur place. Donc, cet avantage-là, ce n'est pas vrai partout. Certains pays vont prévoir qu'on ne va pas cotiser sur le risque vieillesse, mais par contre, on va devoir continuer à cotiser à la sécurité sociale locale sur la maladie. Donc, l'enjeu, il est de dire, voilà, si on cotise et en France et également à l'étranger pour partie, est-ce que c'est intéressant, en tout cas en matière financière. Donc, voilà, le détachement, alors aussi, j'ai beaucoup parlé de convention bilatérale, il reste possible, même sans convention bilatérale, avec l'accord de la sécurité sociale. Par contre, en termes financiers, il perd tout son intérêt, vu que vous êtes obligé de cotiser dans chacun des pays. Voilà, sur le grand schéma du détachement sécurité sociale. Pour ce qu'il en est de l'expatriation, ce que je disais en préambule. Donc l'expatrié, lui, il ne travaille plus en France, il n'est plus soumis à la législation sociale française. La seule obligation de base de l'expatrié, ça va être de cotiser au régime obligatoire du pays dans lequel il travaille. Quoi qu'il arrive, même si on reproduit un schéma de protection sociale à la française, le collaborateur doit obligatoirement payer les cotisations dans le pays d'accueil, sinon c'est de la fraude, c'est du pénal, et évidemment, ce n'est bon pour personne. Voilà, donc après, il y a la possibilité de continuer à adhérer au régime français de manière facultative via des caisses spécifiques. Alors, la caisse, donc, qui est la Caisse des Français de l'étranger, donc, qui est l'équivalent de la sécurité sociale pour les expatriés. Malakoff Humanis International Agir Carco pour la retraite complémentaire, et puis après, évidemment, adjoindre aussi des garanties frais de santé, prévoyance complémentaire. Voilà, donc, il y a également, donc, en fonction de la convention collective que vous appliquez, certaines qui peuvent prévoir des obligations pour la couverture sociale des expatriés. Je pense notamment au Syntec, qui prévoit la continuité de droit parfaite. Hein. Voilà, et après, en termes de contrat de travail, donc là-dessus, il est fréquent que le contrat de travail soit suspendu pendant la période d'expatriation et qu'un contrat local prenne le relais durant cette période. Après, et même si, voilà, moi j'ai certains clients qui me disent de toute façon, on arrête le contrat français et on fait un contrat local, ça peut éventuellement nous enlever toute obligation par rapport aux collaborateurs. Attention, ce raisonnement est un petit peu rapide, parce que voilà, c'est des choses qui se font, et je vous inviterai, si c'est des questions que vous vous posez, à ce qu'on puisse prendre un temps spécifique un petit peu plus tard. La question qui se pose, c'est aussi de savoir s'il y a une rupture complète avec la France, si le collaborateur continue à recevoir ses consignes de la France, à revenir régulièrement et à faire son entretien, France continue à avoir un lien de subordination. Évidemment, voilà, même s'il y a rupture de contrat, lien de subordination persiste, donc il y a des obligations qui continuent. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ou est-ce que tout est clair pour vous jusqu'à présent? Bien. Allez, et ben parfait, merci. On va donc pouvoir continuer la présentation, s'attarder quelques instants sur la responsabilité de l'entreprise quand vous avez des collaborateurs qui sont en mobilité.
donc un premier schéma déjà pour voir que très clairement, voilà, il y a bien sûr des questions de protection sociale, mobilité. Il y en a aussi un certain nombre qui se posent à l'international, et là-dessus, on a évidemment les réponses qui concernent notre domaine, mais nous n'avons évidemment pas toutes sur les autres périmètres. Donc, il peut y avoir un certain nombre de sujets. Moi, je vais essayer de vous présenter un certain nombre de dispositifs. Donc, il peut y avoir effectivement tout ce qui va être bon, les difficultés, tensions géopolitiques, etc. C'est des choses auxquelles on pense en premier. Il peut y avoir aussi la barrière culturelle, hein. Il faut savoir que une expatriation sur deux ne marche pas parce que la famille, notamment du collaborateur, n'arrive pas à s'implanter sur place. Donc c'est un vrai sujet quand vous voulez que voilà, les collaborateurs restent longtemps. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est volet responsabilité civile à l'étranger et us et coutumes des pays. Voilà, la responsabilité de l'employeur, donc des choses que vous connaissez, hein. En tant qu'employeur, vous avez l'obligation d'assurer la sécurité des salariés, qui est maintenant une obligation de moyens renforcés, et vous êtes tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité physique et mentale des collaborateurs, y compris lorsqu'ils sont en mobilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, quoi qu'il arrive, le salarié doit être informé des risques qu'il peut encourir. Alors évidemment, si on est dans des pays proches de l'Union européenne, il n'y a pas de difficulté, il y a pas de difficulté particulière. Après, ça dépend évidemment du pays dans lequel il va. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à à partir du moment où il peut y avoir un quelconque danger, il est important de prévoir un temps d'information du collaborateur, parce que vous devez donc assurer sa sécurité. L'accident de mission, je disais, une présomption d'accident du travail, donc faire attention et bien rappeler différentes consignes de sécurité. Mais également, donc, je disais, certaines conventions peuvent prévoir une obligation de couverture dans des déplacements à l'étranger. Alors, après, j'ai peut-être quelques jurisprudences pour expliquer tout ça et rendre tout ça un peu plus vivant. Donc, la première, j'en ai déjà parlé, c'est l'arrêt Framatome, mais je rappelle donc la présomption d'accident du travail en mission. La deuxième, donc, qui est un arrêt Sanofi, lui, dans lequel a été constaté un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. On est sur la situation, donc vous avez un collaborateur qui est en Côte d'Ivoire, donc dans ces années-là, pas sans savoir que la situation géopolitique était un petit peu complexe et que le collaborateur est victime d'une agression dans un acte de vie personnelle, hein, lorsqu'il est dans la rue, et donc l'employeur a été reconnu coupable d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il aurait dû prévoir des mesures de protection qui n'ont pas été prises. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs jurisprudences, je ne les ai pas toutes notées, mais le vol BA 149, donc le 2 août 1990, donc on est sur la British Airways. Il y a eu plusieurs jugements dans différents pays, mais notamment en France. Donc tout allait bien quand l'avion a décollé de Londres. Il allait direction Kuala Lumpur, mais il allait ravitailler au Koweït. Donc 2 août 1990, ça correspond au début de la guerre du Golfe. Et donc, l'équipage n'a pas été tenu au courant de l'évolution brutale de la situation géopolitique. Donc derrière, British Airways a été condamné assez lourdement pour cause d'une suspicion de négligence par rapport à ce défaut d'information. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à nous, plus dans le concret, c'est que voilà, si vous avez un collaborateur qui est en mobilité, il se trouve être dans un pays où il y a quelques problèmes géopolitiques ou autres, hein, ça peut être aussi des problématiques, catastrophes naturelles à venir, etc. Ne pas hésiter à bien reprendre contact et à lui donner un certain nombre de consignes, parce que l'enjeu des différentes jurisprudences, il est malheureusement un petit peu le même, hein. Notre domaine n'échappe pas à certaines règles qui sont plus larges et qui veut que assez souvent, l'employeur peut être vu comme un payeur en cas de difficulté. Donc voilà, il s'agit là-dessus de se prémunir de tout ça. Le dernier arrêt aussi qui est important, lui, il va concerner la retraite. Alors, il y en a eu plusieurs, mais celui-ci, en fait, a entraîné
la publication d'un décret, l'arrêt Sodexo, donc, qui reconnaît que l'employeur, tenu de l'obligation de bonne foi, donc ça c'est dans le cadre de l'exécution du travail classique, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation. Donc là, on vise effectivement l'expatriation, donc durée au long cours. Mais en tout cas, la problématique qui était soulevée et qui a été, il y a eu aussi des arrêts, notamment Méridien, c'était des collaborateurs qui disaient quand ils arrivaient à la retraite: «Je suis parti en expatriation, j'ai pas eu de continuité de droit et je me retrouve avec une carrière, incomplète». Et donc n'ayant pas été, informé par l'employeur des conséquences de l'expatriation là-dessus, j'engage sa responsabilité pour qu'il paye les cotisations en retard et que je puisse avoir une retraite complète. Donc là-dessus, l'employeur a été condamné à payer, d'où l'intérêt de se saisir, hein, de ce décret qui prévoit une obligation d'information pour, justement matérialiser, les choses et les accords qui ont pu être pris. Parce que, il y a bien une obligation d'information et pas une obligation de cotisation. Donc là-dessus, vous pouvez très bien avoir un collaborateur qui vous dit, voilà, moi j'ai, 28 ans, la retraite française, j'y crois pas forcément beaucoup et je ne souhaite pas y cotiser, mais par contre, je veux une rémunération supérieure, ce qui est tout à fait possible. Dans ce cadre-là, il s'agit de bien matérialiser les choses, histoire que quelques années plus tard, tout bien réfléchi, ils ne reviennent pas vers vous en disant: «Tiens, vous m'aviez pas dit, et j'aimerais bien que finalement on paye des cotisations en retard». Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous fait réagir par rapport peut-être des situations que vous avez pu connaître ou est-ce que c'est tout bon pour vous? C'est tout bon, on va continuer. Bon, je propose de continuer là-dessus et de regarder un petit peu les solutions qui sont possibles. Donc là, on va revenir aux 3 modes de mobilité. Donc revenir en premier sur la mission. Alors, ce qui vaut ici pour, la mission vaut aussi, hein, pour l'ensemble des autres types de mobilité. C'est-à-dire que le collaborateur qui a des soins à l'étranger doit s'acquitter, quoi qu'il arrive, de l'intégralité des frais sur place. Ça, c'est le principe. Alors évidemment, donc si on est sur sur quelques consultations et de boîtes de médicaments, c'est pas grave, c'est pas grave en soi. Si on est sur des éléments plus importants, évidemment, ça pose tout de suite une grande difficulté. Vous voyez, moi, c'était il y a quelques années, j'ai eu une entreprise qui avait envoyé un collaborateur, 3 jours en Allemagne pour un salon. Le collaborateur, était hospitalisé, il fallait régler la facture qui s'élevait à un peu plus de 5 000 €. Donc le collaborateur évidemment a appelé, sa direction des ressources humaines pour qu'ils prennent en charge les frais. Parce que pour terminer, le schéma, c'est quand vous avez des soins à l'étranger, c'est de dire donc vous réglez l'intégralité des frais, vous envoyez ensuite avec une feuille de soins spécifique, les factures acquittées à votre CPAM qui va transmettre donc à un centre spécialisé qui va, traduire les factures, les nomenclaturer selon, les règles de la sécurité sociale et ensuite émettre un décompte de sécurité sociale sur la base duquel, s'il n'y a pas d'exclusion de territorialité, une complémentaire santé France peut intervenir. Là-dessus, on a 2 problématiques. On a une problématique de délai, vu que la sécurité sociale nous parle d'un délai de traitement de 16 semaines qui, généralement, est un petit peu plus long. Enfin, en tout cas, moi, les clients qui ont pu le faire récemment me parlaient d'au moins 6 mois et ensuite, donc vous repassez sur, donc une nomenclature sécurité sociale française avec, le risque que vous puissiez avoir certains actes qui sont cotés pas cher, chez nous, plus cher dans le pays et cetera. Donc un risque de reste à charge qui peut être important. Voilà. De même, donc pour la mission, il faut envisager le cas, d'un accident qui peut être conséquent ou une problématique dans une zone avec une offre de soins, une offre de soins qui peut être dégradée, hein. Un certain nombre de pays, notamment, quand vous allez en Chine, quand vous êtes, effectivement dans les grandes villes, il n'y a pas de souci. Si vous allez un peu plus loin dans la campagne, ça peut être nettement plus compliqué. Donc il faut être en mesure d'apporter au plus vite une solution adaptée. Donc l'idée,
Pour la mission, c'est de prévoir une police d'assurance spécifique qui peut couvrir un ou plusieurs collaborateurs, et même pas de manière nominative, de manière à ce que si vous avez régulièrement des gens qui partent, ils puissent chacun bénéficier du service. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir proposer une avance de frais médicaux à l'étranger pour éviter, voilà, s'il y a des factures à payer, éviter que ni le collaborateur ni vous n'ayez à les régler. Tout ce qui est assistance rapatriement, qui peut comprendre évidemment le rapatriement en France si c'est nécessaire, mais aussi ce que j'évoquais par rapport au cas de la Chine, notamment le fait de dire attention, on ne va pas aller dans tel hôpital, mais on va plutôt aller dans celui-là et prendre en charge le rapatriement vers un hôpital qui est considéré comme plus sûr. Tout ce qui va être également disposition en matière de responsabilité civile vie privée, voilà, si un dommage qui est commis sur place à l'occasion d'actes de la vie privée, et aussi, ce qui est intéressant, une garantie individuelle accident, donc qui consiste au versement d'un capital en cas de décès ou perte totale et irréversible d'autonomie d'un collaborateur qui se trouve en mission, qui va venir en complément, plus du contrat de prévoyance dont il peut disposer en France. En tout cas, ça offre un petit plus pour ces collaborateurs-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur la mission? Ou j'imagine que c'est quand même des choses que vous êtes amenés à pratiquer peut-être, avoir des collaborateurs qui vont pour de courtes durées à l'étranger. Je sais pas si quelqu'un veut nous faire partager un retour d'expérience. Bah, écoutez. Alors, effectivement, on a des collaborateurs qui partent régulièrement à l'étranger et je pense qu'en termes de process, par rapport à ce que vous décriviez, on n'est pas toujours d'équerre, en particulier sur le fait d'avoir une bonne communication fluide avec les RH. Oui. Et donc, vous disiez tout à l'heure que le risque, potentiellement, c'était un non-remboursement des soins par la sécurité sociale, c'est ça? Alors, effectivement, le risque, c'est que la sécurité sociale vous dise: «Je ne savais pas que le collaborateur était à l'étranger, donc je ne veux pas prendre en charge». Ça va viser principalement le cas d'accident du travail, vu que si le collaborateur a moins de difficultés en mission professionnelle, on va considérer que c'est un accident du travail. Et là, pour le coup, du coup, quelle peut être la responsabilité de l'entreprise dans son devoir d'information vis-à-vis du salarié ou sur son devoir alors, de le couvrir pour ses déplacements professionnels? Est-ce que, du coup, si la sécurité sociale décide de ne pas rembourser les soins, est-ce que l'employeur, lui, peut être mis en responsabilité ou pas? Alors, l'employeur peut être mis en responsabilité, effectivement, dans ce cas-là. Alors après, très clairement aussi, bon, il faut quand même des fois essayer de raison garder, sur un cas qu'on a eu notamment, on a pu faire entendre raison à la sécurité sociale, parce que le côté quand même, au-delà enfin, le côté un peu peut-être immoral, le mot est fort, mais de la situation, c'est que le collaborateur, quoi qu'il arrive, continuait bien à cotiser, et cetera. Bon, c'est effectivement une information qui manquait, mais le collaborateur continuait à cotiser via l'employeur aux différents régimes. Mais il reste effectivement que si la sécurité sociale maintenait un refus, c'est l'employeur qui peut être mis en responsabilité par le collaborateur ou ses ayants droit. Ok, donc votre conseil, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de faire un point trimestriel avant-après. En gros, un prévisionnel des déplacements avec les salariés concernés et les destinations. Et un point en fait de fin de trimestre pour dire voilà ce qui s'est passé dans la réalité en fait. Tout à fait. En fait, l'idée là-dessus, c'est d'essayer, en tout cas, c'est le moyen le plus souple qui est à disposition aujourd'hui pour être certain qu'on ne puisse pas revenir vers vous derrière en disant: «Non, on n'était pas au courant que le collaborateur était parti». Bah, vous envoyez une liste de gens qui sont susceptibles de partir, ce qui vous évite, si la CPM en est d'accord, bien sûr, d'avoir à faire à chaque fois une déclaration, ce qui est administrativement est évidemment pas très sympa, et ce qui surtout, dans beaucoup d'entreprises, des moments, il faut partir vite, ça remonte pas forcément aux ressources humaines, ou en tout cas au service qui est en charge de faire ce type de déclaration. D'où l'idée, de trouver un moyen souple, mais être certain de ne pas voir sa responsabilité engagée potentiellement. Ok, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de continuer.
donc s'attarder un petit peu sur le cas du détachement. Donc, je vous l'ai dit, les détachés ne constituent pas une catégorie objective de personnel, donc ils doivent continuer à cotiser à la protection sociale de base et complémentaire comme un salarié français, hein. C'est la question qui m'est souvent posée, est-ce qu'ils continuent à cotiser à la complémentaire santé française? La réponse est oui. Idem pour la prévoyance. Il n'y a pas de sujet là-dessus, vous ne pouvez pas les isoler. Donc, par contre, le détachement a des incidences donc, sur le risque frais de santé, principalement. Donc, ce que je vous évoquais déjà tout à l'heure, ce qui vise les différents types de mobilité, mais un risque de dépassement des plafonds. Les frais à l'étranger ne sont pas plafonnés, souvent bien plus élevés qu'en France, hein. C'est une réalité dans un certain nombre de pays pour différentes raisons, et notamment parce que dans un certain nombre de pays, les prix sont assez libres. Voilà, donc la difficulté du délai de remboursement de la sécurité sociale. Donc, c'est pour ça que dans le cadre du détachement, il est conseillé en fait de mettre en place une couverture frais de santé pour les soins à l'étranger, donc une couverture frais de santé au premier euro. Premier euro, on entend par ces garanties-là, c'est-à-dire que l'assureur va prendre en charge l'intégralité des dépenses de santé sans l'intervention d'un régime de base. Voilà, ce qui permet de pouvoir bénéficier de remboursements rapides, de prise en charge des frais si on est sur de l'hospitalisation ou des soins importants. Donc, ça permet cette souplesse-là. Nous, en tout cas, on le fait en inclusion, mais il est fortement recommandé aussi d'ajouter des garanties d'assistance rapatriement. Voilà, parce que même si la mobilité est au plus long cours qu'une mission, voilà, les besoins peuvent être également importants dans ce domaine-là. Pour le détachement toujours, mais voilà, pour là, les garanties de prévoyance. Donc là, il faut analyser le contrat que vous avez en vigueur pour les collaborateurs en France. Il n'y a pas de sujet sécurité sociale, parce que le détachement étant, quoi qu'il arrive, quelque chose qui doit être validé par la sécurité sociale ne va pas vous dire « je ne savais pas que l'employeur était en détachement ». Là-dessus, il n'y a pas de enfin, pardon, le collaborateur était en détachement, il n'y a pas de sujet. Ensuite, donc, le contrat, il faut vérifier que le contrat de prévoyance complémentaire ne prévoit pas d'exclusion de territorialité ou de limitation de couverture lors d'un séjour à l'étranger. Alors là-dessus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les contrats France, les contrats détachés, les contrats expatriés, quand ils touchent à la prévoyance, ont une exclusion pour toutes les zones qui sont classées en rouge par le ministère des Affaires étrangères, pour des choses que vous pouvez retrouver sur le site diplomatie.gouv.fr. Donc les zones où les déplacements sont fortement déconseillés. Donc attention, pareil, si vous envoyez le collaborateur dans un pays potentiellement à risque, à bien regarder où il va dans le pays, en sachant que voilà, le ministère là-dessus va détailler dans certains pays des zones qui sont formellement déconseillées. Ça ne va pas être forcément tout le pays. Ça l'est en ce moment, par exemple, un pays comme l'Ukraine, parce que voilà, c'est un pays en guerre. Mais si on reprend par exemple l'exemple du Mali, tout le pays n'est pas en rouge. Donc après, bien regarder où va mon collaborateur. Est-ce qu'on se trouverait dans une zone comme ça, et même si on ne se trouve pas dans une zone comme ça, bien insister auprès du collaborateur pour qu'il n'aille pas faire, des fois même pour le business, hein, et en voulant bien faire une excursion dans une zone formellement déconseillée. Voilà, moi, j'ai eu le cas récemment d'un client, il était parti, pas de problème, et puis finalement, vu qu'il y avait quelques marchés qui pouvaient se faire, donc tout s'est bien passé, mais attention, ça fait aussi partie des informations que vous donnez aux collaborateurs, s'il va dans un pays à risque, de ne pas sortir des zones dans lesquelles la couverture peut fonctionner. Voilà. Et donc, si le contrat France fonctionne, il n'est absolument pas nécessaire de prévoir une couverture spécifique dans ce cas-là. Il y aura bien l'indemnisation sécurité sociale et la partie complémentaire. L'expatriation, donc revenir quelques instants sur le principe. Donc, le collaborateur ne cotise plus en France. Sa seule obligation, c'est de cotiser au régime obligatoire du pays dans lequel il travaille.
sauf disposition conventionnelle spécifique, ce que je vous disais, certaines conventions peuvent prévoir une obligation de continuité de droit. Et ensuite, il va exister deux schémas principaux de couverture sociale pour les expatriés. Le premier, donc en continuité de droit, donc adhésion à la Caisse des Français de l'étranger, donc, qui comprend différents volets, hein, la maladie, maternité, invalidité, les indemnités journalières, l'accident du travail, maladie professionnelle et la retraite de base, l'équivalent sécurité sociale. Ensuite, la complémentaire Malakoff Humanis International, donc pour la retraite complémentaire, et des garanties santé et prévoyance en complément, pour bénéficier d'une continuité de droit parfaite avec la France, avec évidemment, c'est l'idée de rajouter des compléments, des garanties qui soient adaptées au coût des frais de santé du pays. Quelque chose aussi, donc là on vise hors espace économique européen, peut se poser également la question du Pôle emploi international. Donc organisme qui n'a pas de partenariat ni avec nous, ni avec nos camarades et concurrents. Donc voilà, qu'il faut solliciter dans ce cas-là directement, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Au sein de l'Union européenne, les règlements prévoient de toute façon des règles, c'est la couverture du pays dans lequel le collaborateur travaille qui s'applique. Mais quand on sort de cet espace-là, c'est également une question qu'on peut se poser pour avoir une continuité de droit parfaite. Le deuxième schéma, donc on va être sur un schéma de couverture santé et prévoyance vers une assurance privée au premier euro. Donc cette solution ne permet pas la continuité de droit avec les régimes français, ça peut engendrer certains risques. Un délai de carence pour les prestations sécurité sociale au retour si le collaborateur ne travaille pas dès le premier jour, mais également pour ses ayants droit. Le point sans doute le plus important, pas de réintégration en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. On parlait tout à l'heure de la couverture sécurité sociale pour la mission. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que si vous avez un collaborateur qui a un arrêt de travail ou qui a un accident, qui est victime d'une invalidité à l'étranger, s'il n'y a plus de cotisation à la sécurité sociale et il n'y avait pas de cotisation à la Caisse des Français de l'étranger, la sécurité sociale ne reconnaîtra jamais cet arrêt de travail ou cette invalidité. Voilà, donc ça peut avoir un certain nombre de conséquences, dans le cas de l'invalidité notamment, parce que bon, s'il y a une couverture premier euro en place, je veux dire, l'assureur versera la prestation, ça c'est pas le sujet. La difficulté, elle va se situer notamment au moment de la retraite, parce que le fait de ne pas avoir de reconnaissance sécurité sociale fait que vous n'avez pas la rente d'invalidité, mais surtout vous n'avez pas la carrière qui continue à avancer et l'acquisition de points retraite. Voilà, également, dernier point donc, sur les assurances privées au premier euro, il n'y a pas de validation des périodes en retraite. Et donc là-dessus aussi, un risque qui est quand même aujourd'hui l'un des plus importants pour un employeur, qui est le risque retraite, en tout cas financièrement, qui est très important. Donc la retraite, il y a un risque d'abattement, diminution de la retraite en cas d'absence de cotisation. Donc à étudier spécifiquement, mais là, les conséquences financières peuvent être très importante et sauf si on peut, ce qu'on voyait au début, se préserver la preuve que c'est bien le collaborateur qui est dûment informé qui l'a accepté ou qui a demandé à être dans ce type de schéma. Voilà, il y a financièrement un gros danger. Voilà là-dessus. Peut-être laisser la place aux échanges et aux questions. En tout cas, pour ce qui concerne la présentation que j'avais préparée, j'arrive en tout cas vers la fin de la présentation de ces grands principes. Voilà, des questions, des réactions. Est-ce que c'est des choses que vous connaissez un petit peu, pas du tout? Qu'est-ce que ça suscite chez vous comme interrogation? Merci Frédéric. Valérie, qui a dû nous quitter malheureusement parce que son Internet a coupé subitement, elle m'a posé quelques questions pour que je puisse te les émettre, Oui. qui a déjà un peu en partie répondu, mais elle qui exporte, qui fait pas mal de business avec des pays à risque, elle demandait
Est-ce qu'il y a des assurances complémentaires à prendre dans ces pays à risque? Qui prévenir dans le cas où on envoie des collaborateurs dans des pays qui sont quand même beaucoup à risque? Et quelles sont un peu les démarches à faire avant un départ dans ce type de pays? Donc, tu as déjà un peu répondu, mais si tu as des choses complémentaires à dire, avec plaisir. Alors, effectivement, rappeler le schéma. Donc déjà, en termes de démarche, voilà, s'assurer de la situation sur place, informer le collaborateur des risques, de ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Et ensuite, effectivement, alors pour, pour des garanties spécifiques, pas forcément, mais regarder si on a un contrat mission, par exemple, si on est sur des placements de courte durée, voilà, ce qu'il prévoit, est-ce que le pays est bien couvert, s'en assurer peut-être, hein, reprendre à tâche, parce qu'on est aussi sur des choses qui peuvent évoluer. Il y a un an, l'Ukraine n'était pas du tout un pays spécifiquement à risque. Et aujourd'hui, voilà, bon, je prends cet exemple qui est évidemment très fort, mais voilà, pas hésiter à suivre ou à reprendre à tâche avec l'assureur. Et ensuite, voilà, s'il y a obligation de faire certains déplacements, après regarder dans quel cadre on peut déroger au contrat et prévoir spécifiquement la couverture de ce déplacement, moyennant peut-être voilà, cotisation complémentaire parce que risque complémentaire, etc. Après, sur des schémas de mobilité un petit peu plus longues, on va être si on est sur voilà, un collaborateur qui doit exercer une mission au long cours, il va falloir regarder, notamment en matière de prévoyance, au niveau de tout ce qui est frais de santé, assistance. En tout cas, chez nous, la question ne se pose pas, le collaborateur est couvert, mais regarder comment racheter l'exclusion en prévoyance et prévoir, donc là, évidemment, moyennant surcoût, mais comment il peut être couvert et se pencher aussi spécifiquement. Voilà, moi, j'ai certains clients qui vont dans des pays qui étaient peu de temps avant des théâtres de guerre, par exemple, regarder aussi de quelle manière et prévoir à l'avance un plan de rapatriement, comment on fait, etc. Et comment on peut prévoir qu'en cas de difficulté, déjà, on puisse avoir début de une solution. L'un des enjeux étant souvent parfois d'avoir un diagnostic, un minimum correct au début pour pouvoir regarder en termes d'assistance ou de rapatriement les moyens qu'il faut mettre à disposition pour pouvoir bien prendre en charge la situation. Super, merci Frédéric. Et aujourd'hui, sur le marché, quels sont les acteurs principaux qui peuvent intervenir sur cette partie conseil, sur des projets d'expatriation un peu complexes, dans des pays complexes, sur ces notions de prévoyance, de santé? Parce que effectivement, nous, en tant que courtier, on a une vision des problématiques techniques qui est une vision de base et surtout, en fait, une vision assurantielle, mais sur toute la partie juridique, sur le choix du détachement, expatriation et sur tous ces conseils, quels sont les acteurs? Ce sont plutôt des cabinets d'avocats en droit social? Alors, ça va être ça va être des cabinets d'avocats principalement. Nous aussi, dans le cadre des audits qu'on peut faire, on peut recommander un certain nombre de choses. Après, évidemment, c'est voilà, c'est l'avocat qui a le plus la main sur tout ce tout ce qui est juridique. Après, nous, on peut tout à fait, pour nos clients, étudier les conventions et regarder, notamment on évoquait le cas du détachement, est-ce qu'il y a une convention, qu'est-ce qu'elle couvre, etc. Ça, on peut faire ce type d'information. Après, quand on va sur des choses éminemment complexes, l'avocat est la personne idoine, mais en tout cas, nous, on est tout à fait disposés et on pratique, hein, dans le cadre des audits qu'on fait pour nos clients, nos prospects, regarder déjà la politique d'expatriation et par rapport aux informations qu'on a, est-ce qu'elle est bonne ou pas, en sachant qu'il n'y a pas là-dessus de modèle spécifiquement génial et pas bon, mais il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu.
Et il faut étudier ça aussi par rapport aux souhaits, à la volonté de l'entreprise, sachant qu'on est quand même soumis dans le cadre de la politique d'expatriation, à partir du moment où on a, en tout cas politique de mobilité au sens large, et à partir du moment où on a plusieurs collaborateurs qui sont sur le terrain, à des principes d'égalité de traitement, etc. Donc c'est des choses qui se construisent et dans la mesure du possible. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup auprès des entreprises auprès desquelles j'interviens pour dire, même s'il n'y a qu'un collaborateur qui part, essayons voilà, de bien border les schémas, évidemment en termes d'information pour lui, aussi en termes de mise en place des contrats, des couvertures, pour se dire si demain il y en a plusieurs qui partent, voilà, qu'on n'ait pas de problématique avec l'égalité de traitement ou ce genre de choses. Parce que la difficulté, c'est que si on prévoit une couverture trop spécifique à chaque fois, à la fin, donc, vous avez cette problématique d'inégalité de traitement, mais vous avez aussi une problématique en termes de management et de fonctionnement. C'est-à-dire que si les collaborateurs entre eux commencent à parler et s'aperçoivent qu'ils ont des garanties divergentes, même pas fortement, là-dessus, ça peut susciter un émoi voilà, qui est toujours moins facile à calmer parce que les collaborateurs sont loin, vous ne pouvez pas les avoir à un moment dans votre bureau pour les rassurer. Mais l'inégalité de traitement que vous évoquez, c'est une inégalité de traitement entre expatriés ou détachés ou, parce que vous disiez que ce n'est pas une catégorie objective d'être détaché. Oui. OK. Mmh. Donc, typiquement, le détaché, on va essayer de lui reconstituer une protection sociale qui soit conforme à celle dont il bénéficie en France, potentiellement en essayant peut-être d'augmenter certaines garanties pour compenser le fait qu'on a des soins qui sont plus chers, par exemple, à l'étranger. Donc Ouais. là, typiquement, ce n'est pas considéré comme une inégalité de traitement rapport aux salariés qui, eux, sont en France. On est d'accord, c'est une spécificité du fait qu'il est détaché dans un pays où le coût des soins est plus important. Si on améliore… Alors effectivement, donc pour revenir juste, le cas du détaché au sens sécurité sociale vise bien une personne qui continue à cotiser à l'ensemble des régimes français. Donc il a le même bulletin de paye qu'un collaborateur français et il va cotiser exactement la même chose. Donc il n'y a pas d'inégalité de traitement possible. Après, pour le détaché, l'idée, en tout cas le conseil principal va être de dire pour les soins qu'il va avoir, lui et sa famille, si elle le suit à l'étranger, de prévoir une couverture spécifique qui, elle, de toute façon, va être décorrélée de ce qu'il peut avoir sur la France. Après, si on regarde des expatriés, oui, il est parfaitement normal. Donc, eux, ils ne vont plus cotiser au régime français, mais pour eux, il est parfaitement normal. Il n'y a pas de question d'inégalité de traitement sur le fait qu'ils bénéficient d'une couverture santé qui soit adaptée au pays dans lequel ils travaillent. Là-dessus, ce n'est pas le sujet. Quand je parlais d'égalité de traitement, je visais principalement le cas des différentes personnes en mobilité. Alors après, pour répondre à votre question, ça peut concerner le cas, on peut avoir dans un même pays un collaborateur qui est détaché, un autre qui est expatrié. Si l'un a une garantie frais de santé, on va dire basique, et l'autre a une garantie premium, la question va se poser de la même manière. Il y en a un qui va se sentir un peu lésé par rapport à l'autre. Mais on ne va pas faire de parallèle avec la complémentaire santé française, qui, elle, en plus, répond à des dispositions spécifiques qui vont être le contrat responsable, etc. Et un certain plafonnement des garanties qui est inenvisageable si on veut offrir une garantie adaptée à l'étranger. Merci. J'ai une autre question, Frédéric. Oui. Dans le cas et là, ça rejoint le cas de Valérie également, mais d'autres entreprises, j'imagine. Dans le cas d'un recrutement d'un collaborateur qui est déjà à l'international, qui est déjà sur zone, comment s'organise la protection sociale? Alors, après, il faut analyser différents facteurs. Un collaborateur local, quelle est sa nationalité? Est-ce qu'il est de la nationalité du pays? Est-ce qu'il est de nationalité française? S'il est de la nationalité du pays, voilà. De toute façon, on ne peut pas expatrier quelqu'un dans son pays de nationalité. Donc, bon, il faut le faire souscrire aux protections sociales locales dans le cadre qui est prévu. Et là-dessus, pas vraiment de sujet. Si par contre, on recrute un collaborateur qui n'est pas de nationalité du pays, après, plusieurs questions se posent.
se pose en premier déjà la question, là, parce que effectivement, il ne va pas y avoir les obligations qu'on peut avoir d'un collaborateur qui est parti de l'entreprise, française et qui a pu bénéficier, notamment, je disais, certaines dispositions conventionnelles prévoient de la continuité, etc. Un collaborateur qui est parti directement de l'entreprise française et qui a bénéficié de ça est concerné. Mais à contrario, si une entreprise, pour ne pas la nommer, applique la convention collective du Syntec, mais recrute quelqu'un directement à l'étranger qui n'est jamais passé par la France, il ne va pas être concerné par l'obligation de continuité de droit. Après, se pose la question de savoir quelle politique d'expatriation est prévue, enfin quelle politique de mobilité est prévue. Si on a des locaux ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Après, il y a différentes manières de voir. Est-ce qu'on se dit d'un collaborateur qui est en local, on le laisse à la protection sociale locale? Ça peut être possible, mais généralement, si on va chercher un collaborateur, si on recrute un collaborateur français ou même un collaborateur d'une autre nationalité, c'était peut-être parce qu'il y était déjà dans le cadre d'une mobilité et donc il bénéficiait sans doute de garanties, il va réclamer un petit peu la même chose. Donc, à regarder. Après, là-dessus, il existe différentes manières de voir. On peut faire ce qu'on appelle du local plus, c'est-à-dire, par exemple, dire on va faire qu'une continuité de droit retraite, etc., ou que mettre en place que des frais de santé. Là-dessus, on a évidemment beaucoup plus la main. Après, ces questions de la politique de mobilité qui est pratiquée. Et puis, des attentes aussi spécifiques du collaborateur, parce qu'effectivement, vu le coût d'une protection sociale à l'étranger, ça rend, en tout cas pour l'ensemble des clients que j'ai eus et qui recrutaient notamment des Français à l'étranger, voilà, ça rentrait dans la négociation, la prise en charge de la protection sociale. Super, merci Frédéric. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et la poser directement à Frédéric. Oui, n'hésitez pas, hein, pas de problème. Alors, je pense que pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, Frédéric, il me reste qu'à te remercier une nouvelle fois pour la qualité de ta présentation et toutes tes réponses aux questions. Et vous allez tous recevoir un mail avec les contacts de Frédéric, même si vous les avez là, un mail avec la présentation. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à poursuivre les échanges avec lui pour évoquer vos cas d'entreprise. Merci. Merci Dorian pour ton accueil. Merci à tous pour votre écoute et bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez qu'on étudie plus spécifiquement certaines questions. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.